Dès que les gonzesses arrivent, faites entrer. La gonzesse est déjà là. Je vous prie de m'excuser. Vous vous excusez de votre goujaterie ou d'être pris la main dans le sac? Je vois. Comme exécuteur testamentaire, mon père aurait pu trouver plus réactif. Monsieur Edward Livingstone, je présume. Lui-même. Marguerite Vigo, fille de votre défunt patron qui vous nourrissait depuis 2 décennies. Toutes mes condoléances. Arrêtons les effusions. Le testament est à votre disposition. Je sais, le notaire m'a prévenu. Ouvrez-le. Inutile d'attendre 3 jours, mon père ne ressuscitera pas. Il n'était pas fermé. Et vous l'avez lu? J'ai eu cette faiblesse. Preuve que vous êtes un homme. Alors, que dit-il? Je vous écoute. La première phrase... Attends. Allons à l'essentiel. La première phrase stipule que je ne dois le lire qu'en votre présence et celle de Ludivine Vigo. Elle va venir ici? Oh, elle ne devrait pas tarder. Vous allez m'imposer la compagnie de cette catin. On parle de moi? Va tes rétro, Satanas. Comme la communication entre nous risque d'être pénible, je vous suggère d'éviter les langues étrangères. Vous osez vous présenter ici après ce que vous avez fait? Tout ce que vous méritez, c'est de retourner dans le ruisseau de boue d'où mon père vous a tiré. Votre toupet! Oh, vous permettez? Je me pose. Patientons, monsieur l'exécuteur testamentaire. Messaline se pose. Edward Livingstone, enchanté de faire votre connaissance, Madame Vigo. En ma présence, vous pourriez éviter d'appeler cette chose Madame Vigo. Cela me gêne. Appelez-moi Ludivine de la Pente. Tel était mon nom avant que je n'épouse le papa de la gênée. Sur votre état civil, j'ai lu Germaine Trochu. Ce nom ne correspondait absolument pas à ma personnalité. J'en ai choisi un autre, qui m'allait beaucoup mieux. De la Pente, Ludivine. J'ai rajouté le lu par modestie. Libérez-moi de la présence de cette meurtrière. Allez, lisez. Si vous faites allusion au fait que mon regretté époux dirigeait une usine d'armement, je trouve votre remarque déplacée. Vous l'avez tué. Oh, ce n'est pas parce qu'un homme meurt dans vos bras que vous le tuez. Si, quand on meurt d'une crise cardiaque. Oh, en pleine action, je vous assure, ça fait drôle. Il est mort d'une crise cardiaque parce qu'il était cardiaque. Et vous le saviez? Non. Et je ne savais pas que vous aviez suivi des études de médecine. Le médecin lui avait interdit tout effort physique. Alors si pour vous, l'acte sexuel se résume à un effort physique, je comprends que vous soyez célibataire. Vous l'avez forcé afin de tuer. Sachez, ma petite, qu'on ne peut pas forcer un homme à batifoler. Contrairement à nous, ils ne peuvent pas faire semblant, eux. N'est-ce pas? Édouard. Je ne me rappelle pas avoir essayé, Madame Vigo. De la Pente. Et cette nuit-là, votre papa était demandeur. Dire non à un homme ne doit pas faire partie de vos habitudes. Et au début, j'ai dit non. Ensuite, il m'a dit qu'il en mourrait d'envie. De ce point de vue-là, il n'a pas dû être déçu. Et vous riez? Ouh. Avant d'en venir aux mains avec quelqu'un, vérifiez toujours que vous faites le poids. Pauvre papa. Pauvreté toute relative. Il ne connaîtra jamais 1914. À un mois près. C'est regrettable. Ce qui est surtout regrettable, c'est de rater le réveillon chez Maxime. Lisez-moi le testament que ma vue se libère de cette monstruosité sur pattes. L'intégralité de ma fortune reviendra aux 2 femmes de ma vie, On parle de nous. ici présentes. Il appartiendra à Monsieur Livingstone de décider laquelle de mes héritières dirigera mon groupe. Mon usine. Mon groupe. Outre une usine, nous possédons des parts dans toutes les sociétés qui touchent de près ou de loin à l'armement. Cela va des pièces d'artillerie aux uniformes, en passant par les manuels scolaires. C'est ce qu'on appelle un groupe. Elles travailleront sous sa direction dans ce bureau, à lui de décider laquelle sera la plus apte. On va travailler ici. Ensemble. Et il y aura un examen à la fin. Diriger une entreprise d'armement n'est pas une question de connaissance, mais de tempérament. Je vous propose de laisser passer les fêtes et de nous retrouver ici, dans ce bureau, le 3 janvier. D'après les spécialistes, 1914 ne devrait pas connaître de conflit majeur. Sauf dans ce bureau.
Il faut que je vous parle. Vous permettez? Je me pose. Bonne année! Il faut vraiment que je vous parle avant. On fait la bise. Bonne année, bonne année. Ça ne prendra que 3 secondes. Vous ne vous demandez pas pourquoi mon père nous met en compétition? Parce que nous sommes les 2 femmes de sa vie. Il nous met en compétition parce que je suis pacifiste. Vous savez ce qu'il va nous demander, le prof? Vous entendez ce que je vous dis? Oui, vous êtes pacifiste. Vous savez ce que cela veut dire? Vous êtes dans la peau d'une végétarienne militante qui aurait hérité d'une boucherie. Je suis moins conne que j'en ai l'air, hein. Vous avez raison, les apparences sont trompeuses. Non, ce cher Édouard est chargé de voir si j'ai toujours l'intention de transformer cette usine d'armement en autre chose. Pourquoi? En n'importe quoi, du moment où ça ne tue pas. Mais vous perdez votre temps. Vous ne pourrez jamais empêcher les mecs de se bagarrer. Ils aiment ça, la bagarre, c'est dans leur gène. Mais vous n'avez jamais remarqué que quand vous étiez petite, que vous jouiez à la poupée, eux, ils passaient leur temps à se... Eh ben, il ne faut pas s'étonner que là, que vous êtes grande et que vous jouez à la maman, eux, ils continuent à se... Si vous renoncez à prendre la direction de cette usine, il sera obligé de me donner les rênes. Ne me dites pas que la direction de cette usine vous intéresse. Je n'ai aucune envie de renoncer à venir ici tous les jours de la semaine. Votre père, mon mari, ne voulait jamais que je vienne. Ne me dites pas que l'esthétique des locaux vous attire. Des locaux, non. Mais des ouvriers, oui. Tous ces muscles en plein effort. Non mais vous ne pensez qu'à ça? Oui. Et votre père n'en a jamais eu à se plaindre. Pas même la première fois. Ni la dernière, d'ailleurs. Je vous parle de mon idéal pacifiste. Chacun le sien. Mon idéal à moi, c'est l'ouvrier de 20 ans guinchant avec moi dans une guinguette. Ouh, c'est quelque chose. L'autre jour, en sortant, il y a un type qui a crié « Hé, les bourgeoises, on n'a pas envie de s'encanailler pour le réveillon ?» Vous avez pas entendu? Si, j'ai fait semblant de ne pas entendre. Eh bien moi, je n'ai pas fait semblant de lui dire « Pourquoi attendre ?» Je n'ai pas regretté. Vous avez osé? Oh, pauvre papa, bien vite oublié. Faux. Je me souviens très bien des ébats que j'ai eus avec votre papa. Je vous parle de pacifisme. Votre papa était un intellectuel. Qui dit intellectuel dit sophistiqué, notamment au niveau des préliminaires. Mais c'est aussi très compliqué, un intellectuel. Il faut faire face aux angoisses, aux hésitations, aux pannes parfois. De plus, je ne sais pas si je devrais vous dire ça, mais votre père était un intellectuel très influencé par ses lectures. Trop influencé par ses lectures. Il s'était amouraché d'un torturé du bocal appelé Sigmund Freud, qui lui avait foutu dans le crâne qu'il avait été amoureux de sa mère et voulu tuer son père quand il était enfant. Un truc de dingue. Alors quand il m'en parlait, quand on était à table, je trouvais ça plutôt marrant. Mais quand en pleine action, il m'appelait maman, ah non, là c'était beaucoup moins drôle. Tandis que le jeune homme avec qui j'ai sauvé le réveillon chez Maxim's, pas de préliminaire, je vous l'accorde. Et pas d'angoisse. Pas de culpabilité, pas de Sigmund. Et si ça inspire de quelqu'un, c'est d'un footballeur qui va droit au but. Mais vous vous rendez compte que vous parlez de mon père? Bah, vous me reprochez de l'avoir bien vite oublié. Comment voulez-vous que je vous prouve le contraire si je peux pas vous raconter? Mais enfin, c'est mon père. Enfin, comment croyez-vous que vous êtes arrivés, vous? Avec une cigogne, dans une roue? Oh, il était temps que vous arriviez. Alors, de quoi parliez-vous? De quoi voulez-vous que 2 femmes parlent en l'absence de mâles? Des hommes. Comptais-je parmi les élus? Oh, aucun risque. Trop sucré, Édouard. Alors, quoi de neuf dans la presse? Je suis allée voir Alsace au théâtre. C'était d'un chiant. D'habitude, Réjeanne, c'est du boulevard. On rigole. Mais là, le fils français épouse une Allemande que la belle famille, et particulièrement la belle-mère, ne supporte pas. Oh. Les races sont inconciliables. Les races n'ont rien à voir là-dedans. Vous connaissez beaucoup de belles-mères qui supportent leur bru, vous? Je parlais de la pièce. Oh. La belle doge française s'amène et interdit à sa bru d'avoir un enfant. Pourquoi? Parce que vous êtes allemande et qu'il est français. Tu parles. Quand t'en pinces pour un homme, tu lui demandes pas son passeport. Et naturellement, à la fin, il meurt dans les bras de sa mère qui repousse sa bru et dit « Laissez,
Je l'ai reconquis. Oh là 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 là. Je suppose que c'est une forme de mobilisation, celle des esprits. Absolument. Un bon point pour vous. Et ça marche. Vous n'avez pas lu l'article qui suit l'apparition du texte dans l'illustration? Je cite. L'éveil de patriotisme auquel nous assistons en ce moment en France embrase nos horizons comme une aurore à l'aube d'un matin d'une journée qui promet d'être magnifique. Et la pièce fait un triomphe. En apparence, la presse parle d'un succès et les gens applaudissent. Mais pendant le spectacle, j'ai bien regardé la salle, moi. Tout le monde baillait. Même trompeuse, seule compte les apparences. Enfin, la pièce n'explique même pas pourquoi ils n'ont pas le droit de s'aimer. Parce que les mariages mixtes sont facteurs de paix. Ah, ça y est, le cosmopolitisme. Et dans cette pièce, rien de mieux qu'une différence de race pour empêcher qu'ils s'aiment. L'auteur aurait pu choisir aussi une différence de religion. Car parfois, les amants qui prétendent que leur amour est plus fort que leur différence de race paraissent sympathiques. Dans ces cas-là, il nous reste la religion. Si vous épousez cette femme, vous trahissez Dieu. Cynique. Malheureusement, les Bavarois sont catholiques, nous avons des protestants français, impossible d'en appeler à Dieu. Il ne restait donc qu'à l'auteur que l'argument de la race. Cynique. Mais ça fonctionne. Et il y a surtout que je me suis emmerdée pendant 2 heures. Non mais franchement, je préfère Offenbach. Bien qu'il soit allemand, j'ai pas l'impression d'appartenir à une race différente de la sienne. Je suis brésilien, j'ai de l'or. Bon, monsieur Livingstone. Nous allons nous occuper du dernier dossier dont s'est occupé votre regretté père, votre regretté mari. Je voudrais savoir ce que vous pensez de l'uniforme que l'état-major nous a commandé. Le corps n'est pas assez mis en valeur. Un peu de nudité découvrant les muscles des avant-bras et des mollets améliorerait l'esthétique. On vous parle d'un uniforme et de son efficacité au combat, pas de son esthétique. Plus exactement, de son efficacité à ne pas être tué. De ce point de vue, examinez les couleurs. Pantalon rouge, capote bleue, képi bleu et rouge. Quels sont les avantages de cet uniforme? Le rouge est la couleur idéale si on veut être admiré de loin. C'est également... Cela permet également de repérer très rapidement ses camarades et d'éviter ainsi de leur tirer dessus. Oui, cela permet aussi à l'ennemi de vous repérer de loin et de vous tirer comme un lapin. Ça, c'est un inconvénient. Je demandais les avantages. Il y en a un autre qui a motivé l'état-major. Le bleu et le rouge se trouvent sur le drapeau français. Le soldat aime s'identifier à une couleur. Eh oui, l'esthétique joue un rôle important là. Non. Quitte à se faire tuer. 1870, à Adolphe Thiers, qui prétendait que la France n'était pas prête au combat, le maréchal Leboeuf répondit « Il ne manque pas un mouton de guerre ». Comme si la guerre se réduisait à des guêtres. Oh, mais c'est si joli cette petite pièce qui couvre le bas de la jambe et qu'on attache avec des boutons. Un mois et demi après, nous étions vaincus. Conclusion, grâce à la couleur rouge, ils se font tirer comme des lapins et la guerre sera plus courte. Vous devriez être contente. Je ne veux pas de guerre. Refusons de fabriquer ces uniformes. L'état-major ne nous demande pas notre avis, il commande. Si nous refusons, il s'adressera à la concurrence. Bah, au moins, nous n'aurons pas de sang sur les mains. Et de toute façon, du sang, il y en aura. Mais, grâce à votre père, votre mari, il en coulera beaucoup moins. Comment ça? Votre père, votre mari, a pensé à tout. Il a financé une recherche extrêmement importante. Imaginez, nos soldats se font massacrer avec les uniformes bleus et rouges. L'état-major réagit, il passe commande d'un nouvel uniforme. Et là, nous sommes prêts. Votre père a déjà fait fabriquer la maquette d'un uniforme bleu horizon, beaucoup moins visible au combat. En 2 mois et demi, nous pouvons fournir l'armée. En 2 mois et demi, la concurrence, elle, risque d'attendre la commande avant de lancer la recherche. Pour nous, tout est prêt. Et pendant combien de temps laisserons-nous nos soldats se faire massacrer aux soldats parce qu'ils ont un uniforme trop visible? 6 mois avec nous, 1 an avec la concurrence. Faisons ce que mon père avait
prévu. Bien. Dans la nouvelle maquette, les muscles des avant-bras et des mollets pourraient être découverts. Je ne vous demande pas de me donner des détails. Répondez-moi simplement. Avez-vous couché, oui ou non? Parfait. Il va sans dire que vous poursuivez cette relation. Jusqu'où? Jusqu'au mariage. Écoutez, vous êtes aviateur, elle aime l'aviation, je ne vois pas de meilleure raison. Non, je ne sais pas si les éboueurs épousent des femmes qui aiment les poubelles. Non, je ne sais pas. Vos problèmes de conscience, mais il vous honorait quand je vous demandais de séduire une femme que vous n'aimiez pas. Maintenant que je vous demande d'épouser une femme que vous avez séduite, c'est un luxe que vous ne pouvez plus vous permettre. Écoutez, à vous de choisir la vie que vous souhaitez mener. Servir comme officier dans l'aviation, épouser une beauté, gérer sa fortune, son aérodrome privé, ou connaître les joies de la vie de célibataire comme simple soldat dans un régiment d'infanterie. Bonjour, Madame Bigot. Bonjour, Édouard, vous permettez? Je me pose. Vous avez l'air préoccupé. Guerre civile sévit au Mexique. C'est loin? En termes de guerre, les distances ont tendance à se raccourcir ces derniers temps. Un général appartenant au camp des constitutionnalistes voit son navire bloqué dans un port mexicain et attaqué par un navire de l'armée fédérale. Devinez qui l'a mis en fuite? Un avion biplan de technologie française en le bombardant. J'ai demandé à notre bureau d'études d'examiner la chose. Vous vous intéressez aux avions? J'emploie des moyens beaucoup plus agréables pour m'envoyer en l'air. Je me suis mise en ménage avec mon petit ouvrier. Hier, je l'ai emmené au théâtre pour voir Sacha Guitry. J'ai là la déclaration du député Giraud, en date du 2 janvier 1914. Nous avons 54 avions, mais nous avons dû constater que pas une escadrille n'était complètement mobilisable, faute d'appareils de rechange, tracteurs, etc. Et c'est grave, docteur. L'Allemagne possède 14 dirigeables. Des avions sont indispensables pour les exploser. Je préfère Sacha Guitry. Le gouvernement annonce des dépenses, mais ne passe aucune commande. Voici la réponse que je soumets à votre jugement. Écoutez. La vitalité de notre industrie exige que les commandes publiquement annoncées soient exécutées parce qu'elles représentent le minimum nécessaire à l'existence de nos maisons d'aviation et aussi parce que le Parlement et le peuple ont jugé qu'elles correspondent aux besoins évidents de la défense nationale. Je continue à préférer Guitry, hein. Désolée du retard. J'étais hier à l'aérodrome de Juvisy pour assister à l'exploit de Jean Horst. Oh, celui qui jetait des mannequins du haut de la tour Eiffel? Ah, c'était marrant, ça. Son but n'était pas de vous faire marrer. Il testait une nouvelle invention, le parachute. Hier, il est monté avec le moine à 300 mètres. Il a sauté, ouvert son parachute, et 39 secondes plus tard, il atteignait le sol. Indemne. Mais oui, en cas de crash, on fabrique un nouvel avion, on y remet le même pilote avec un parachute, et voilà, oh là là, mais voilà qui pourrait s'avérer extrêmement rentable. Dites-moi, votre meeting, là, il se passait pendant la nuit? Non, je dis ça parce que vous avez de petits yeux, hein. Comme on dit dans votre milieu, mais occupez-vous de vos fesses. Oh, alors là, ça c'est la colère d'une femme qui s'est trouvée un petit chéri dans l'aviation, dis donc. Votre père m'avait dit que vous pilotiez. Eh oui, cela vous choque qu'une femme pilote un avion? L'évolution féministe de la société me laisse perplexe. Faudra vous y faire. À Londres, Mary Richardson a lacéré à coups de hachoir la Vénus de Velasquez pour protester contre le gouvernement anglais
qui s'acharne sur Miss Pankhurst, le plus beau cerveau de l'histoire moderne. Qui est Miss Pankhurst? La chef des suffragettes. La chef des quoi? Des suffragettes, vous l'avez vu dans la presse? Non? Au Royaume-Uni, c'est une organisation en fait qui revendique le droit de vote des femmes. Et en France, pendant ce temps-là, 238 députés refusent le vote des femmes. Je serais la Joconde, je me méfierais des hachoirs. Hein. Et je piloterai, ne vous en déplaise. Monter dans les airs vous procure un sentiment de liberté que vous trouvez nulle part ailleurs. Personnellement, pas besoin de quitter le plancher des vaches pour me sentir libre. Toutefois, vos connaissances pourraient nous être utiles. Hein. Vous sentez les roues quitter le sol. Plus rien ne vous ralentit. Vous traversez un nuage. Découvrez un ciel de liberté. Tel Georges Le Gagneux, je pourrais monter à 6000 mètres d'altitude et sans respirateur redescendre à pleine vitesse. Elle est grave. Oh là là. Pour exploser les dirigeables, il faut tirer à travers l'hélice. Malheureusement, elle tourne. Roland Garros et Raymond Saulnier ont imaginé un système qui permet de synchroniser le tir à travers le pas de l'hélice. Cela permettra au pilote de tirer droit devant lui. Cette technique est préférable à celle qui consiste à armer le copilote. Pour tirer, il est obligé de se pencher. Et s'il tombe, je suppose qu'il arrête de tirer. À moins qu'avec un parachute. On pourra également les munir d'armes plus lourdes, avec des balles d'un calibre suffisant pour percer les éplins. Et de plus, en volant en rase-motte, je vous dis pas le carnage qu'on fera. En rase-motte. Je voudrais prendre de la hauteur. Ah ben oui, de la hauteur, mais c'est ça. Voilà ce qui a dû inspirer Guinmer sur sa manière d'abattre l'ennemi. Je monterai très haut, je piquerai sur l'ennemi et je tirerai à bout portant. Je vois, je pique, je tire et quick. C'est ce qu'on appelle un atterrissage forcé. Hein. Ne mêlez pas les beautés de l'aviation à vos boucheries. Mais ces boucheries existent depuis les débuts de l'humanité. Et les nations qui oublient cette réalité disparaissent. Oui. Eh bien, je préfère disparaître. Évidemment, vous êtes une femme, vous ne risquez rien. Jamais vous ne combattrez. Contrairement à vos amis pilotes, qui mourront criblés de balles parce que Mademoiselle Vigo rêvait pendant que d'autres essayaient d'améliorer l'efficacité de leur appareil. Et vous croyez servir la paix? L'industrie de l'armement a horreur du vide. Vendez vos parts, fermez votre usine. Et dans un mois, d'autres occuperont la place. D'autres qui, eux, n'auront pas eu la chance d'avoir votre père. Vous expliquerez à vos amis pilotes que s'ils montent la peur au ventre dans des appareils peu fiables, c'est parce que vous n'avez pas voulu continuer l'œuvre de votre père. Mais un petit conseil, expliquez-leur avant le décollage, car après, ils seront beaucoup moins nombreux. Si ça peut détendre l'atmosphère, j'ai une question. J'achète du pain uniquement parce que j'ai mangé celui de la veille. En temps de guerre, on remplace les armes détruites, on en rachète. Mais en temps de paix, on les renouvelle grâce au développement technologique. La recherche. Une arme, si bonne soit-elle, est obsolète après 2 ans. mais pourquoi? Vous fabriquez une arme. Une personne mal intentionnée fournit les plans à l'ennemi hypothétique, qui s'empresse de fabriquer une arme plus puissante qui rend la vôtre obsolète. Heureusement, une personne bien intentionnée vous envoie leur plan, ce qui vous permet, à votre tour, de fabriquer une arme encore plus puissante qui rend la leur obsolète, et ainsi de suite. Eh bien, vous voilà réconciliés. On développe le business et personne ne meurt. Je dois à la vérité de dire que si la pénurie de guerre s'éternise, les tendances pacifistes inhérentes à notre peuple incitent au désarmement. Inutile de vous dire que cette tendance n'est pas partagée par les autres. Chez eux, pas de pacifistes, pas de manifestations. Et s'ils avaient eu un père qui avait élevé la recherche militaire en armes, ils auraient continué son œuvre, eux. Allons. Nous n'allons pas changer le monde ce matin. La paix a du bon. Le 21 février, Marcel Guillot, une charmante petite couturière
de 18 ans, a été élue reine des reines de Paris. Il y a sa photo dans le journal. Vous êtes désespérante. Chacun son combat. Moi, je pacifie ce bureau. Un homme agressif est un homme en manque. Édouard. Une charmante petite couturière de 18 ans. Ça vous tente? Le journal donne même son adresse. 30 rue Brancion. Pauvre Édouard. Elle vous croit capable d'aimer une couturière, hein? Ben, votre père m'a bien aimé. Oui, et vous êtes une cocotte. Et une cocotte possède des dons qu'on n'apprend pas dans la couture. 1, vous n'en savez rien. 2, quand un monsieur épouse une cocotte, ce n'est pas lui qui devient un coco, mais elle, une dame du monde. Ne vous inquiétez pas, Édouard. Si vous épousez une couturière, vous ne deviendrez pas couturier. On pourrait même le regretter. Je vous verrais bien un petit ouvrage à la main, moi. Bon, en attendant, lisez cet article de la baronne Bertha von Suttner paru prix Nobel de la paix en 1905 et qui appartient au soi-disant peuple ennemi. 10 000 chômeurs ont manifesté dans les rues de Vienne pour dénoncer l'industrie de l'armement qui appauvrit le peuple. Elle habite Vienne. L'Autriche est alliée à l'Allemagne, mais c'est l'Allemagne qui gouverne. Et chez eux, pas de manifestation. Mais comment pouvez-vous être aussi naïve? Naïve? Et vous, vous êtes aveuglés? Quand je vois la difficulté que j'éprouve à instaurer la paix dans ce bureau, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des guerres. J'attends que vous vous posiez. Comment ça va? Si on vous le demande, vous direz que vous n'en savez rien. Oh, ça n'a pas l'air d'aller, vous. Nous nous sommes disputés. Ferdinand et moi partageons la même passion. L'aviation. Seulement, nous ne sommes pas d'accord sur un point essentiel. Il veut rentrer dans l'armée. Une armée de l'air. Rien de tel qu'une bonne dispute pour passer une excellente nuit. Mais ce n'est pas parce que je fréquente que je couche. Et vous coucherez quand? Quand je serai mariée. C'est pas vrai. Connaissez-vous Marguerite, une femme ni grande ni petite, qui a des yeux troublants, un teint rose et blanc et une petite bouche d'enfant? Eh bien, cette beauté suprême, quand je lui ai dit je t'aime, m'a donné des fleurs, me disant farceur, je veux faire ton bonheur. Je lui dis merci du bouquet, mais c'est pas ça qu'il faudrait si tu veux faire mon bonheur. Marguerite, Marguerite, si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, donne-moi ton cœur, si tu veux faire mon bonheur. L'humeur est bonne, ce que je vois. Ça n'a pas l'air d'être votre cas. Sans doute la lecture de la presse. Ah, que maudite soit la guerre avec tout son cortège de deuil, de misère et de ruines. Quand donc les hommes comprendront-ils enfin que les milliards qu'ils sacrifient à l'art de détruire seraient mieux affectés à une source créatrice de bien-être universel? Qui a écrit ça? Un Allemand? Un Russe? Un Anglais? Un Français? Un socialiste. Alors, si vous lisez la presse révolutionnaire... Oh, mais je suis éclectique. Voici ce que disait l'évêque de Nevers à l'occasion du carême. Appello liberanos domine. Quoi? Seigneur, délivre-nous de la guerre. Vous devriez lire la presse allemande. Je le fais. Tiens, article de la baronne von Suttner, paru dans le Königliche Zeitung, 17 mars. Elle est autrichienne, pas allemande. On fait des articles alarmistes sur l'imminence d'un conflit pour faire trembler le citoyen. En apparence, le beau principe,
Si vis pacem parabellum. Quoi? Si Si tu veux la paix, prépare la guerre. Une maxime romaine. Et vos Autrichiens pourraient pas parler français comme tout le monde? Dans tout le vacarme sur la mobilisation, les emprunts de guerre et les jeux de guerre, apparaissent le nom des entreprises. Putilov, Krupp, Skoda, Vickers, Armstrong et Schneider-Creusot. De beaux bénéfices s'offrent à l'industrie internationale de la mort. Ah, mais c'est nous, ça! On peut voir? Oh. Elle a un nom à coucher dehors, votre baronne. Bertha, Sophie, Felicitas, Comtesse Kinski und von Schinig und Toto, Baronne von Suttner. Dis donc, si on lui écrit une pièce de théâtre, j'aimerais pas être la comédienne qui doit citer son nom. Je préfère lire ce qu'écrivent les Allemands. Pardon. Écoutez ce que dit le Die Post du 24. La France n'est pas prête au combat. Ça, c'est vrai. L'Angleterre est aux prises avec des difficultés intérieures et coloniales. Nous aussi. La Russie redoute la guerre car elle craint une révolution intérieure. Allons-nous attendre que nos adversaires soient prêts ou devons-nous profiter du moment favorable pour provoquer la décision? Voilà la question lourde de sens qu'il s'agit de trancher. Par une offensive résolue, et j'arrive à la fin de l'article, nous pourrions assurer notre avenir. Ce sont les Allemands qui parlent. Je n'invente rien. Ah. Et voici ce qu'ils nous préparent. Qu'est-ce que c'est? Un lance-flamme. Les Allemands le développent depuis 1911, créant même un régiment spécialisé dans son maniement. Il peut lancer des flammes à 35 mètres. Oh, c'est heureux. Votre avion vole plus haut. Sauf au décollage. Si les flammes touchent le réservoir, tout explose. Oh, mais c'est horrible! Ah oui, vous avez raison, pauvres aviateurs. Mais rassurez-vous, ça n'arrivera pas. Cette arme est extrêmement difficile à manipuler, ils ne l'amèneront jamais à côté d'un aérodrome. Le ministère de la Guerre nous demande notre avis. Ah, montrez donc. D'experts. Je vois deux avantages. Le premier, cette arme inspire la terreur par la crainte de brûler vif. Cette terreur peut provoquer la panique chez l'ennemi. Deuxième, c'est l'arme idéale pour détruire les dépôts de munitions. Je vois toutefois deux inconvénients. Le premier, comme je vous le disais, cette arme est lourde, difficile à manipuler. Elle ne sera utile qu'en cas d'une improbable guerre de tranchées. Ensuite, une fois la flamme unique lancée, les opérateurs se retrouvent sans défense. Ils peuvent être alors tirés comme des lapins. La perte constante de cette main-d'œuvre qualifiée nécessitera la formation permanente de nouveaux opérateurs. Il est donc préférable de ne pas en fabriquer. Apparemment. Sauf si les Allemands comptent lui réserver un usage qui nous est encore inconnu. Contre les avions, par exemple? Par exemple. Non, il pourrait être dangereux de ne pas en posséder en début de conflit, voire mortel. C'est pourquoi je ne saurais trop conseiller au gouvernement d'en fabriquer, quitte à ne pas les utiliser. Laissons un peu de temps, voulez-vous? À mon tour de vous faire profiter de mes lectures. Vous lisez les réclames? Moi, j'adore ça. Mesdames, ça c'est pour nous. Le préservatif Latimol est d'un emploi facile, agréable et rigoureusement discret. Je crois qu'il va dire par là que l'homme ne se rend compte de rien. Où allons-nous? Il pense aussi à l'aviatrice que vous êtes. Si, transporté dans votre élan, vous décidez de monter au 7e ciel après avoir volé, l'axyline régularise la transpiration des aisselles. Ce serait drôle si c'était à pleurer. Vous préférez parler armement? Le 15 février dernier, le jeune Thomas est arrêté à Saint-Léger. Il jetait des chaises à la tête d'un vieillard dans un cabaret. Franchement, à côté de leur lance-flamme, on a un peu l'air con, non? Vos lectures sont passionnantes. Hein? Vous préféreriez sans doute qu'elle se passionne pour la grande littérature française. Chateaubriand, Hugo, Racine. Oh, ça viendra. Elle a le temps. Elle a le temps. Elle a le temps. C'est ce que devaient dire les Incas avant l'arrivée de Christophe Colomb et les Gaulois avant celle de Jules César. Les civilisations sont mortelles, madame l'idéaliste. Que reste-t-il des auteurs Incas? Que savons-nous de leur langue, de leurs monuments?
Oh, parlez-vous gaulois? C'est pourtant la langue de vos ancêtres. Et les druides, que transmettaient-ils à leurs élèves? Nous n'en sommes pas là. Non, mais pas encore. Mais ça peut venir très vite. On perd une guerre, une deuxième, une troisième, et de défaite en défaite, on oublie sa langue, ses monuments. Pensez qu'aujourd'hui, en 1914, les petits élèves allemands apprennent que Versailles est le lieu où leur Guillaume a été sacré empereur. Louis XIV est réservé aux universitaires spécialisés. On ne doit pas vous parler de ça dans vos journaux pacifistes. On ne doit pas vous dire non plus que déroulaient des morts. Je ne partageais certainement pas ses opinions politiques. Je connais son clairon par cœur. Qui ça? Son poème, Le Clairon. L'air est pur, la route est large, le clairon sonne la charge, les oives vont chantant, et là-haut, sur la colline, dans la forêt qui domine, le Prussien les attend. À la première décharge, le clairon sonnant la charge tombe, frappé sans recours. Mais par un effort suprême, menant le combat quand même, le clairon sonne toujours. Et cependant le sang coule, mais sa main qui le refoule suspend un instant la mort. Et de sa note affolée, précipitant la mêlée, le vieux clairon sonne encore. Il est là, couché sur l'herbe, dédaignant, blessé, superbe, tout espoir et tout secours. Et sur sa lèvre sanglante, gardant sa trompette ardente, il sonne toujours. Mais, dans la forêt pressée, précipitant la mêlée, voyant les oies bondir, alors le clairon s'arrête, sa dernière tâche faite, il achève de mourir. Faut aimer les trompettes, hein. Votre petit clairon m'a ému. Émotion n'est pas raison. La guerre aura lieu. Gagnons-la. L'utilisation inévitable d'armes chimiques lors de la prochaine guerre fournira l'occasion unique à la France industrielle de reprendre la place qu'elle occupait autrefois. Il demande notre soutien. Utiliser une arme chimique pour tuer des êtres humains, mais où allons-nous? Où les Allemands nous conduisent?
un lapin qui respire du chlorosulfure de carbone convulse pendant 1 minute. Puis, sa respiration devient superficielle pendant 17 minutes et redevient presque normale. Mais les muqueuses du nez et des yeux sont tellement congestionnées qu'il meurt après 24 heures. Oh, pauvre lapin. Moi aussi j'aime les lapins, surtout avec des pruneaux. J'en ai cuisiné un l'autre jour à mon petit chéri. Fallait voir dévorer ça, un vrai plaisir. Toujours selon leurs études, si l'on rajoute du phosgène au chlorosulfure de carbone, le lapin meurt en 15 minutes. Oh, c'est horrible. Ils envisagent 2 sortes de tirs. Le tir d'élimination, qui consiste à envoyer un obus chimique à cadence régulière et à tuer le soldat distrait qui a oublié de mettre son masque ou l'a mal mis. Et le tir de neutralisation, qui consiste à envoyer un obus chimique de temps en temps pour obliger le soldat à garder son masque. Oh mais c'est pas très pratique ça pour manger du lapin. À terme, ça vous bouffe le moral. Ils savent que le Gaulois s'énerve rapidement, surtout le parigot. Ils espèrent qu'à bout de nerfs, il enlève son masque, et alors là, quick, petite Franzosi, je vais pas lever ton masque. Oh, que des êtres humains puissent imaginer ça me dégoûte. Et une sortie de plus. C'est marrant ça, Édouard. Les Allemands fassent leurs expériences à Vincennes, dis donc. Chut. Petit coquin, vous accusez les autres de faire ce que vous faites. Non, alors, je compte sur votre discrétion, n'est-ce pas? Oui. Je ne m'en mêle pas. La guerre est une connerie de mec. Vaut mieux rester en dehors, mais vous êtes malin, vous. Accuser les autres de faire ce que vous voulez faire ou d'avoir ce que vous possédez est la meilleure façon de justifier une guerre. C'est un peu salaud sur les bords, non? C'est chaque fois que vous nous voyez faire une saloperie, dites-vous bien que nous ne faisons qu'imiter l'ennemi. Bah voyons, c'est pratique, hein. C'est exactement ce qu'on peut se dire, oui. Nous parlons d'Henriette Caillot, qui a assassiné Calmette, le directeur du Figaro, parce qu'il menaçait de publier des lettres érotiques qu'elle échangeait avec son futur mari, alors qu'il était encore marié avec la précédente. Vous me suivez? Comment savez-vous qu'elle était érotique? On voit bien que vous n'avez jamais correspondu avec un homme marié, vous. Le Figaro en veut à Caillot à cause d'Agadir. Quoi? Agadir. En 1911, nous étions à 2 doigts d'une guerre avec l'Allemagne pour avoir le protectorat sur le Maroc. À la tête du gouvernement, Caillot a préféré abandonner 272 000 km² de notre territoire en Afrique noire à l'Allemagne. En échange, ils ont abandonné toute prétention sur le Maroc. Enfin, pourquoi ne pas laisser le Maroc aux Marocains et l'Afrique noire aux Africains noirs? Édouard? Oui, J'aimerais bien me poser. pardon. Je suppose que monsieur va vous répondre pour ne pas tout laisser aux autres puissances. Vous savez que c'est vrai. Non, croyez-moi, il vaut mieux qu'ils soient colonisés par nous que par les autres. Nous les civilisons, les autres les exploitent. Toujours est-il qu'il a évité une guerre. Oh, c'est pas très viril, ça. Oh oui, piètre personnage. Le financement de ses campagnes électorales est louche. Il aurait été soutenu par des escrocs. Calmette aurait soudoyé la servante d'Henriette pour s'emparer des lettres. Dans l'une d'elles, Caillot se vanterait d'avoir réussi à faire capoter un projet d'impôt sur le revenu en prétendant le défendre. C'est vrai que nous risquons de payer l'impôt sur le revenu. Je vois que la politique vous intéresse quand elle touche votre portefeuille. Moi? Je suis rentière. L'impôt sur le revenu ne devrait concerner que les salariés, comme notre pauvre Édouard. Le ministre Caillot est aussi partisan d'un impôt sur la fortune. Alors là, on n'est plus, hein? N'est-ce pas, les divines? D'un autre côté, si nous voulons que l'État nous achète des armes, il faut bien qu'il trouve l'argent quelque part. Moralité, notre usine ne vend pas d'armes. Elle se rembourse. Alors là...
J'attends que vous vous posiez. Très bien, très bien, très bien, très bien. Je suis parfois un peu chieuse. Non, ne dites pas ça. Vous vous faites du mal. Je savais que vous démentiriez. Nous sommes seuls. Visiblement. Finalement, vous allez réussir à en faire une guerrière. Les consignes de son père étaient d'en faire simplement une patriote. Mais enfin, son petit aviateur vous a tout de même bien aidé. Ferdinand a été promu lieutenant. Il ira loin. D'accord. Nous nageons en plein romantisme. Vous vivez dans votre monde. Nous sommes dans le nôtre. Et dans le nôtre, nous faisons la guerre. Mais pourquoi? Lisez. Je vous devrai ce vers quoi sont tendus depuis 44 ans tous mes efforts et toutes mes énergies. La revanche de 1870. Général Monori. Enfin, mais pourquoi la revanche? À Waterloo aussi, nous avons perdu. On ne s'est pas vengé pour autant. À cause des Pointillés. Pardon. Vous n'avez jamais été à l'école? L'école de la vie. On ne vous y a pas parlé de Vercingétorix. À l'école de la République. Quand on étudie Vercingétorix, on vous montre une carte de la Gaule avec des petits pointillés qui représentent la France. Petits pointillés que l'on retrouve lorsqu'on étudie Clovis, Charlemagne, Capet, Saint-Louis. Les bons rois sont ceux qui rapprochent la France de ses pointillés naturels. Les mauvais sont ceux qui les dépassent. Napoléon, comme Louis XIV avant lui, a voulu dépasser les petits pointillés. L'histoire l'a puni en le ramenant à l'intérieur. Regardez les petits pointillés de Vercingétorix. L'Alsace et la Lorraine sont à l'intérieur. Donc, en 1870, on nous les a volés. Voilà pourquoi nous devons les récupérer. Mais personne n'a jamais songé à déplacer les petits pointillés qui se trouvent sur les cartes des manuels scolaires. Si, mais ce sont des traîtres qui doivent être fusillés. Tout se tient. Qui fabrique les manuels scolaires? Une maison d'édition où nous avons quelques actions. Ben voyons. Et c'est comme ça qu'on vous bourre le crâne, bourre le crâne, bourré, ratatam, pique, pique, comme les grammes, bourre le crâne, avec une cuisine comme ça pour sûr qu'on n'engraissera pas. Depuis que la vie est chère, on voit de tous côtés des recettes culinaires pour vivre à bon marché. Prenez des épluchures de carottes et de radis, faites-en des confitures, vous verrez c'est exquis. Ajoutez de la peau de vos godillots, et puis des oignons et des champignons, ça fera du pâté pour vous régaler. Et c'est comme ça qu'on vous Bourre le crâne, bourre le crâne, bourré, ratatam, pique, pique, colle les grammes, bourre le crâne, avec une cuisine comme ça pour sûr qu'on n'engraissera pas. avouez que vous manipulez tout de même un peu les gens, non? On ne manipule bien que si on y croit. Que pensez-vous du fusil Lebel? Oh, c'est le meilleur. C'est celui qu'on donnera à un petit chéri? On peut rien vous cacher. Il a de la chance, le colonel Nicolas Lebel. Ben, c'est lui qui a inventé le fusil. Non, il enseignait aux jeunes recrues comment s'en servir. Alors les soldats ont donné son nom au fusil. Oh, c'est comme le préfet poubelle. Il a obligé les Parisiens à jeter leurs ordures dans un récipient. Ça les a fait râler. Pour se venger, ils ont donné son nom à une boîte à ordures. Ouais. Enfin, je préfère tout de même donner mon nom à une arme. Et quelle arme, vous permettez? Légère, 12 coups minutes, une réserve de 8 balles, une vitesse de 120 mètres seconde, précis, rapide et mortel à 400 mètres, ce fusil va faire fureur. Voici les balles qu'ils utilisent. Il paraît que les Allemands utilisent exactement les mêmes. Et ça tue, ça? Oh, ça perfore la peau et les tissus sous-jacents. Son efficacité meurtrière dépend de la vitesse de pénétration et de la profondeur de pénétration. Et on meurt. D'abord, on a mal. Les Allemands ont fait des études très intéressantes sur les conséquences de la douleur chez une personne perforée. Soit elle perd tous ses moyens et se retrouve hors de combat, soit, par une montée d'adrénaline, elle s'énerve et devient dangereuse. Oh, il vaut mieux qu'elle meure. Oui, mais les Allemands préfèrent que la mort soit différée. Oh, c'est horrible. Non, logique. Si votre meilleur ami tombe, transpercé en plein cœur par une balle, vous n'aurez qu'une envie,
faut venger. Alors que si son poumon est perforé, sa mort sera lente. Vous voudrez alors vous porter à son secours pour le soigner. Il paraît que dans ce cas-là, les officiers vous obligent à avancer en menaçant de vous tuer. C'est exact. Mais c'est une idée que nous avons reprise aux Allemands. Mais on ne combat pas bien quand on culpabilise de laisser mourir derrière soi quelqu'un qu'on aime. Il paraît que les Allemands s'entraînent à viser les poumons. Et si possible, la moelle épinière. Le blessé devient alors paralytique. Un paralysé coûte plus cher à l'État qu'un mort et démoralise l'arrière. J'aurais voulu vivre à une autre époque. Oh, c'était pire. Mais les armes ont toujours été des trucs de julot. Monsieur de Cro-Magnon déjà se demandait quelle était la massue la plus efficace. Maintenant ce sont les balles. Oh, c'est fou les dégâts que cette petite chose-là peut faire quand même. Plus une balle est longue, étroite, légère et rapide, plus son efficacité est grande. Puissent les Allemands ne pas utiliser les balles Doum-Doum. Doum-Doum. Une balle de plomb enrobée de nickel avec des petites fentes sur le dessus. Quand elle atteint votre corps, elle éclate et creuse un plus gros trou. De plus, comme il lui est impossible de se faufiler entre les os, elle est obligée de les faire éclater. Ah! Ah! Hélas, elles ont été interdites par la conférence de La Haye en 1898 ou 19. Et vous pensez que les Allemands respecteront leur signature? Notre gouvernement le croit. Espérons qu'il ne se trompe pas. Sur ce, je prends mon petit chéri et je vais au cinématographe. Un nouvel épisode de Fantomas. Le mort qui tue. Fantomas s'amuse à berner l'inspecteur Juve grâce aux empreintes d'un homme qu'il a assassiné. Il lui a arraché la peau des mains et s'en sert comme des gants lors de ses méfaits. Qui est-ce qui m'accompagne? Les gesticulations muettes me laissent froide. Vous, à part votre aviateur, je me demande ce qui ne vous laisse pas froide. Édouard, un petit tour au cinématographe. Ça vous tente? Oh non, désolé, je déteste les films d'horreur. Hein. Trop de sang. Alors, bien dormi? Vous ne vous posez plus. Oh, c'était une façon de marquer mon territoire. Alors, bien dormi? Peu. On oublie ses principes. Oui. S'il doit y avoir une guerre, autant profiter de la vie. Eh oui, à toute chose, malheur est bon. Moi aussi, j'ai passé une excellente soirée. Nous avons reçu une lettre du tsar Nicolas II. Il avait rencontré votre père lors de sa venue en 1896. Que veut-il? Il craint que la guerre ne déclenche une révolution dans son pays. Mais c'était pour son père, le pont Alexandre III? Exact. Nous avons une triple alliance avec l'Angleterre et la Russie. Oh, un miracle diplomatique. La Russie et l'Angleterre ne s'entendaient pas très bien. Inutile de dire que l'Angleterre était notre ennemi héréditaire depuis des siècles, et pourtant nous avons réussi à sceller cette alliance. L'Allemagne est encerclée, malgré ses liens avec l'Autriche. Vous oubliez l'Italie. Face à notre triple alliance, il y a leur triple entente. L'Italie est trop proche de l'Autriche pour combattre à ses côtés. Comme le disait notre regretté Napoléon, tout État a la politique de ses frontières. Mais si j'ai bonne mémoire, les Autrichiens et les Allemands ne se sont jamais très bien entendus. Oh, mais leur entente tiendra. Ils ont besoin l'un de l'autre. Les Autrichiens et les Allemands sont devenus copains. Nous nous sommes réconciliés avec les Anglais, avec qui nous étions en guerre depuis Jeanne d'Arc. Ils se sont réconciliés avec les Russes.
Vous voyez que la paix est possible? D'autant plus qu'ils sont tous cousins entre eux. On ne se fait pas la guerre entre cousins, voyons. Les hommes font toujours plus facilement la paix quand on leur donne un ennemi commun. Oh, c'est comme mes petits-neveux. Ils n'arrêtent pas de se chamailler. À partir du moment où ma sœur intervient pour les punir, ils se réconcilient. J'ai préparé une réponse pour rassurer le tsar. Si vous voulez bien vous donner la peine de la lire. Mais votre Majesté n'a rien à craindre d'une bonne guerre. Je vous parle d'un pays, la France, où la révolte est un sport national. Révoltes qui se sont produites dans des périodes de paix. 1789, 93, la Révolution de Juillet, les Trois Glorieuses, la Commune. La Commune. Rayon commune, c'est un mauvais souvenir. Sauf pour les chansons. Et je ne vous parle pas des tentatives avortées. Eh bien, la France n'a jamais été aussi sûre que sous le regretté Napoléon Ier. Je ne sais pas si les Russes le regrettent. Baron regretté. Sous l'empereur Napoléon, qui dissimulait si bien ses penchants pacifistes. Alors moi, je suis sûr qu'il appréciera cette note d'humour. Personnellement, je l'adore. Oh. Je l'enlèverai. Je peux même vous confirmer, et non pas comme marchand d'armes, mais comme historien, qu'une vraie guerre rapide et décisive est le meilleur moyen de calmer cet esprit de révolte qui semble atteindre votre peuple. À choisir entre une guerre et une révolution, le monarque éclairé que vous êtes n'hésitera pas. Pourtant, on meurt des deux côtés. Oui, mais ce ne sont pas les mêmes. Dans une guerre, seuls les soldats meurent. Alors que dans une révolution... Oui, on tue même les femmes. Ah, je le sais. Lac du Barry. Encore un instant, monsieur le bourreau. Oh, j'en frémis encore. Vous étiez déjà né? Non, mais c'est tout comme. Je l'ai lu. Ferdinand a été assassiné à Sarajevo. Qui est-ce? L'héritier de l'empereur d'Autriche. Ah, ça, ce sont les risques du métier. Les enseignants subissent des dépressions nerveuses, les mineurs des coups de grisou, les princes des attentats. Vous auriez dû voir mon petit chéri au casino. Je viens de perdre en 1 heure ce que je gagne en 1 an, qu'il me dit. Oh, qu'est-ce que j'ai ri! Oh L'archiduc échappe à un premier attentat. Il décide d'aller voir les blessés. En chemin, son chauffeur se trompe d'itinéraire. Il s'arrête à côté d'un patriote serbe de 19 ans qui rentrait chez lui persuadé que l'attentat n'était plus possible et il le tue! Ah, c'est ballot, ça. Non mais avouez, c'était le destin! Mais c'est exactement ce que j'ai répondu à mon petit chéri. L'Allemagne assure l'Autriche de son soutien en cas de guerre avec la Serbie. Et la Serbie vient de recevoir le soutien de la Russie. Mais je veux bien m'intéresser, là, mais je nage. Un nationaliste serbe vient d'assassiner le neveu de l'empereur d'Autriche. L'Autriche vient de croire que la Serbie a financé l'attentat. La Russie soutient la Serbie. Si l'Autriche attaque la Serbie, la Russie attaque l'Autriche, et dans ces cas-là, l'Allemagne vient de déclarer qu'elle soutiendra l'Autriche en attaquant la Russie. Et nous, dans tout ça? Nous sommes alliés avec la Russie. Eh bien voilà, je viens de comprendre. Maintenant, je vais peut-être pouvoir enfin vous raconter mon petit week-end à Deauville. On va vers la guerre! En droite ligne.
cela dit, ce sera une excellente occasion de faire connaître le canon de 75. Le roi des canons dont les plans sont ultra secrets. Secrets qui ne facilitent pas sa vente, je vous prie de le croire. Oh, mais quand les États verront son efficacité, ils voudront tous l'acheter. Il est si efficace que ça? Le rêve. Très grande cadence de tir, mobile, il envoie des obus de 6 kg à plus de 11 km. Le canon de 75, c'est le pied. Quelle pointure! Mais lui, plus le Schneider qui envoie des obus de 15 kg à plus de 12 km. Non mais l'association des deux, je vous dis pas le massacre. Il n'y aura plus besoin de fusil. Quand ils attaqueront, tout le monde sera déjà mort. Ah non, non, vous seriez étonné de la capacité de survie de l'espèce humaine. J'ai du mal à me réjouir de la capacité meurtrière d'une arme. Mais grâce à elle, les guerres sont de plus en plus courtes. Regardez la guerre de 100 ans. Bon d'accord, ils combattaient par intermittence. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'intermittence. Oui, pas d'anachronisme, hein? En tout cas, elle a duré plus de 100 ans. Au XVIIe siècle, nous avons eu la guerre de 30 ans. Au XVIIIe, la guerre de succession d'Espagne a duré 12 ans. La guerre de 7 ans a duré 7 ans. La guerre de Crimée a duré 1 an et celle de 1870, 1 mois et demi. Les guerres sont de plus en plus courtes, conséquence de l'armement. En somme, plus l'armement est meurtrier, moins il y a de morts. Non. Si vous comptez en morts par jour, l'humanité est perdante. Mais à la longue, elle y gagne. Ah oui, plus une guerre est courte, moins les civils souffrent. Les pillages cessent avec la paix. Votre baronne von Suttner est morte le 21 juin. Oui, je sais, elle est morte. Comme prévu. L'Autriche a posé un ultimatum à la Serbie. La Serbie mobilise et reçoit le soutien de la Russie. L'Autriche attaque la Serbie, la Russie mobilise. L'Autriche attaque la Russie, l'Allemagne soutient l'Autriche et attaque la Russie. Encore 2 jours et nous sommes en guerre. Jaurès est mort. Vous avez vu? Henriette Caillot a été acquittée. Le meurtre est considéré comme un crime passionnel résultant d'un réflexe féminin incontrôlé. Ça me donne des idées. On s'en fout, son mari est hors jeu. Jaurès est mort. Ça va être la guerre? Les affaires reprennent. Tant mieux. Depuis le temps qu'on en parle, faisons-la. On causera enfin d'autres choses. Ferdinand a rejoint le corps de l'aviation. Mon petit chéri aussi. Il a été mobilisé à Verdun. On mange bien à Verdun? La Première Guerre mondiale mobilisera plus de 65 millions de soldats. On tuera 8 500 000 et on blessera 21 200 000. 7 millions seront portés disparus. Parmi les soldats mobilisés reviendront indemnes 27% des Français, 33% des Allemands et 10% des Autrichiens. À Verdun, 306 000 soldats mourront en 10 mois, notamment à cause de 53 millions d'obus, des balles perforantes et d'un gaz mortel. Le tsar Nicolas II trouvera la mort sous les balles des révolutionnaires russes et le canon de 75 sera vendu dans le monde entier. Thank you.